Bonjour à tous. Du coup, on va démarrer. On est pile dans les temps. Je me présente. Je m'appelle Sébastien Mouret et en fait, moi, j'ai créé il y a déjà quelques années une société qui s'appelle Screenact qui est un outil numérique pour identifier à partir des caractéristiques médicales des patients les essais cliniques pour lesquels ils sont potentiellement éligibles. Et je devais être accompagné de mon collègue David Bottigioli, qui est lui fondateur et patron d'une CRO. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à vous démontrer que déjà la première chose, c'est qu'on a tout intérêt, tous ensemble, à pouvoir déployer les moyens pour que la recherche clinique puisse être accessible sur nos territoires, mais également dans les territoires qui sont malheureusement aujourd'hui très compliqués à atteindre. Et que ce nouveau modèle d'essai clinique qui est autorisé finalement depuis très peu de temps en France, qui s'appelle la décentralisation, elle peut se faire évidemment qu'à condition d'avoir des outils numériques, mais surtout qu'à condition d'avoir des humains. Et c'est vraiment là-dessus qu'on voulait insister, c'est que pour rapprocher à la fois l'enjeu économique des essais cliniques et l'enjeu sociétal des patients, il faut une double caractéristique. Alors, pour démarrer tout de suite, voilà, petite question au public. Pour vous, est-ce que les essais cliniques sont-ils équitablement accessibles au niveau français? Allez-y, n'ayez pas peur. Bon, je vois qu'à travers vos regards enjoués, est-ce que vous savez pourquoi? Alors, il y a différentes raisons, bien évidemment, mais il y a surtout un constat qui est quand même assez édifiant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 86% des essais cliniques qui n'atteignent pas les objectifs de recrutement dans les délais. Pourtant, c'est des chiffres qui sont relativement récents. Pourtant, c'est pas faute de s'être dit à l'époque, ah bah tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à recruter suffisamment, je vais rallonger mes délais, et donc je mets des objectifs plus importants, mais même avec ça, on n'y arrive toujours pas. Résultat des courses, il y a 95% des patients. Alors on a les données dans le cancer, mais je vous rassure, c'est exactement la même chose pour n'importe quel essai clinique. On a 95% des patients atteints de cancer qui n'ont tout simplement pas accès. Et puis on a un gros phénomène en fait qui peut expliquer en partie cette problématique, c'est que tous les essais cliniques sont concentrés dans moins de 10% des établissements. Là aussi, c'est pas juste un constat au niveau national, c'est la réalité dans énormément de pays, alors que la plupart des patients sont pris en charge dans des hôpitaux périphériques. Donc la question qu'on peut se poser, parce que là on voit tout de suite l'enjeu économique pour les laboratoires d'accélérer le recrutement des patients, mais on voit également l'enjeu sociétal, c'est comment faire en sorte que ces patients puissent, qui sont en dehors de ces centres experts, puissent bénéficier d'études cliniques. Et c'est toute la question qu'on peut se poser. Et donc c'est ce phénomène, ce qu'on appelle la décentralisation, et donc les outils numériques, qui peuvent accélérer la recherche et finalement améliorer l'équité, mais également l'efficacité de la recherche clinique et notre attractivité. Parce que ça n'a pas que des impacts économiques pour le labo, sociétal pour le patient, de ne pas avoir accès à l'innovation, c'est des inégalités territoriales, c'est des enjeux pour les hôpitaux de pouvoir accéder aussi à des essais cliniques, qui sont une attractivité pour ces centres de faire venir des médecins, notamment des infirmières, enfin c'est tout un écosystème qui est également en jeu. C'est aussi un frein à l'innovation. Et pour ça, en France, on est les champions du retard, puisqu'avec l'administration, plus on prend du retard sur la recherche clinique, moins vite on publie, et plus vite les concurrents publient pour finalement nous mettre à la poubelle. Un chiffre qui est très important à noter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui en France, 83% de la recherche clinique n'est pas publiée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un retard extrêmement important, et qui est notamment lié évidemment aux inclusions, mais qui est également lié à notre administratif, si je puis dire, de retarder ces inclusions dans ces essais cliniques et donc de se retrouver finalement en défaut par rapport à d'autres pays. Et donc je vous ai fait un méga joli graphique très moderne pour expliquer un peu la situation. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'hypercentralisation, c'est-à-dire c'est finalement que les patients proches du CHU à qui on peut espérer qu'ils puissent bénéficier d'un essai clinique, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas. Mais par contre, pour le patient qui est éloigné du CHU, y a une inégalité territoriale qui est terrible, parce qu'il ne va pas effectivement se déplacer
Quand c'est pour un essai clinique, une protonthérapie, quelque chose de très innovant, évidemment, on comprend tout à fait, on pourrait même aller dans d'autres pays pour bénéficier d'une innovation thérapeutique. Mais quand il s'agit des fois simplement d'une prise de sang, d'une étude sur des biomarqueurs, ou sur de la qualité de vie, ou des outils même numériques, bah, tout se passe au CHU, et donc forcément pour les patients en dehors de ces CHU, c'est très compliqué pour eux d'y accéder. Et donc depuis quelques années, on a commencé à mettre en place des outils numériques qui permettent d'aider justement à cette recherche clinique décentralisée, à travers du e-consentement, à travers de la téléconsultation, à travers ce qu'on appelle des questionnaires en ligne, des choses comme ça, et des objets connectés. Ça a permis de faciliter les choses. Par contre, ça n'a réservé que ces essais cliniques, finalement, qu'à déjà une frange de la population, parce que si l'hôpital périphérique n'a pas accès à ces essais cliniques, il ne va pas les proposer à son patient. Donc, certes, ça facilite, mais ça limite encore le niveau de recherche clinique qu'on peut faire, puisque finalement, ça va en plus s'adresser qu'à des essais cliniques, on va dire, sur de la data. Donc forcément, voilà, qui ne sont pas forcément quelque chose, qui sont essentiels pour la recherche, hein, mais qui sont, pour les patients, voilà, moins intéressants. Et donc, c'est ce qu'on appelle le combat entre la dématérialisation et la décentralisation. Autant la décentralisation implique forcément de la dématérialisation, autant la dématérialisation, quand il n'y a pas d'humain, bah on est sur du digital pur. Et là, effectivement, ça marche beaucoup moins bien, surtout quand on est des domaines aussi experts. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre de l'humain au cœur de cette nouvelle organisation. Organisation qui, je le rappelle, est autorisée en Europe, c'est des recommandations européennes depuis à peu près 2 ans, et que nous, on commence tout juste à mettre en place des projets pilotes. Voilà, là aussi pour expliquer un petit peu le contexte entre l'harmonisation européenne et le contexte français. Donc aujourd'hui, on a tout à fait cette possibilité de faire un rapprochement physique cette fois-ci entre la recherche clinique et le patient, à travers notamment sa médecine de ville, l'hôpital local, les infirmières de ville, qui continueront d'ailleurs à ne faire que leur travail, si je puis dire, mais la dématérialisation va accompagner finalement le recueil des datas qui vont ensuite être envoyés au niveau du centre expert qui lui va pouvoir coordonner l'étude et justement analyser ces fameuses données. Et donc c'est là-dessus qu'intervient Screenac notamment, avec des solutions concrètes, avec un numérique pour accélérer cette décentralisation, avec des plateformes intelligentes, avec évidemment l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. L'essor de la télémédecine et du e-consent, hein, qui là encore a été l'objet de débats très importants, mais évidemment, il est important pour qu'un patient ait les informations, mais puisse aussi signer toutes les modifications de protocole au domicile. On est encore très au fait du papier, hein, je veux dire, on est quand même en 2025. Et puis, bah, tout ce qui va permettre cette récolte de données, cette analyse automatique. Dans un essai clinique, on utilise seulement 1% des données qu'on récolte. Donc là aussi, il y a énormément de travail à faire. Alors pas pour, je dirais, analyser de la donnée pour de la donnée, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, à partir du moment où on a ces données, c'est quand même dommage de ne pas les exploiter, voire de les réexploiter. Parce que des patients qui rentrent dans un essai clinique fournissent de la data. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de réutiliser ces data pour découvrir des nouvelles cibles, ou en tout cas des patterns qui peuvent être intéressants pour la recherche et du développement. Alors, les plateformes intelligentes, c'est très bien. Sauf qu'avant ça, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'information. Et là, je vais vous proposer un exemple très très concret pour dire que le numérique aussi, c'était très bien, mais quand il n'est pas adapté, c'est aussi extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit test. Vous mettez dans la peau d'un médecin, un oncologue, du cancer du poumon, qui a un patient qui arrive, et du coup, il veut s'intéresser. Mais il y a combien d'essais cliniques ou qui est à proximité du CHU de Lyon, et qui dit bah, c'est quoi les essais cliniques dans le cancer du poumon aux Hospices civils de Lyon? Il existe de nombreuses bases de données, des annuaires d'essais cliniques, pour lesquels on peut faire ces recherches. Sauf que les résultats ne sont pas très intéressants, puisque si je demande à Clinical Trial, qui est la base la plus exhaustive internationale des essais cliniques, je pose la question, il ne trouve que 6 essais. Là déjà on peut se poser une question, mais si vous regardez bien, j'ai demandé un cancer du poumon aux Hospices civils de Lyon. Si j'interroge cette fois-ci la base européenne EUDRA-CT, il me trouve un seul résultat dans le cancer de l'estomac. Donc vous imaginez bien que pour un oncologue, interroger la base européenne standard des essais cliniques, c'est quand même pas folichon, quoi. Et puis troisième élément, c'est notre base nationale des essais cliniques en oncologie, qui est l'INCa, qui sort un seul essai clinique qui est en réalité fermé.
Donc là aussi, ça pose une problématique. Et donc moi, avec un outil, alors vous allez comprendre un peu ma façon de fonctionner, moi je trouve 68 essais. Alors pourquoi il y a un tel écart? Eh bien tout simplement parce qu'en fait les données dans la recherche clinique n'est pas du tout structurée comme on le fait aujourd'hui avec les entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui ont un numéro de SIRET qui permet, quand on le rentre, de tomber effectivement dans le bon établissement. Avec la recherche clinique, pas du tout. C'est texte libre. Donc forcément, il y a des essais cliniques qui sont aux Hospices Civils de Lyon, d'autres qui sont aux HCL, d'autres qui sont au CHU de Lyon. Et en plus, on complexifie encore plus, puisque j'ai demandé un cancer du poumon, mais il y en a qui l'appellent cancer bronchopulmonaire, CBNPC, NSCLCC, enfin vous avez différents acronymes. Donc vous imaginez bien que pour une recherche traditionnelle, style PDF, CTRL F, bah forcément, soit vous avez toutes les possibilités, soit effectivement vous trouvez rien. Et donc c'est là-dessus que nous on a développé des algorithmes intelligents qui vont évidemment labelliser et reconnaître toutes ces informations. Alors, donc ça a été le côté numérique. Donc dans le numérique, il y a besoin de mettre de l'intelligence artificielle, il y a besoin aussi de se mettre à la place des médecins et des professionnels de santé, mais également de se mettre à la place des patients qui veulent faire de la recherche clinique, mais sans avoir les contraintes associées à la recherche clinique. Il veut juste continuer à prendre en charge son traitement et que finalement, toutes ces données, après tout, il donne plein de données. Il donne un bout de sa tumeur pour que la recherche clinique avance. Et donc aujourd'hui, il y a besoin d'impliquer l'humain. Et donc il y a une importance extrêmement forte des acteurs locaux, et notamment les médecins généralistes, qui sont les premiers relais pour identifier les protocoles d'essais cliniques qui sont éligibles pour leurs patients. Et donc là-dessus, il y a d'autres développements qui sont en cours pour que justement les médecins généralistes puissent aider les patients à identifier non seulement les protocoles auxquels il y a un intérêt, je dirais, médical, parce que ça nécessite de l'innovation, pour ses proches aussi. On peut également avoir une notion, on a un parent atteint d'Alzheimer, Parkinson, on a peut-être envie de savoir quels sont des protocoles auxquels il pourrait participer de chez lui, mais ça concerne également l'oncologie pédiatrique, notamment quand vous avez des enfants touchés par des maladies, de savoir qu'il y a des protocoles qui ouvrent en Allemagne, en Belgique et qui ne sont pas en France. Je pense qu'aussi ça pourrait permettre aussi d'accélérer les choses et on serait tout à fait prêt à le faire. Donc le médecin généraliste est un relais extrêmement important parce que c'est lui qui va avoir ce verbatim au niveau de la recherche clinique pour aller chercher. C'est les professionnels de santé qui le font, c'est les infirmières, c'est le patient lui-même, déjà aller sur des annuaires quand c'est en anglais, et en plus avec des notions très complexes de mutation génétique, évidemment c'est pas lui qui va pouvoir de lui-même, sauf si évidemment il veut faire expert. Il y a évidemment les hôpitaux, les pharmacies. Les pharmacies sont des relais extrêmement forts, puisque derrière ils ont des médicaments, ils ont des patients, ils ont des pathologies, et il faut savoir qu'en France, 80% de la recherche est académique. Donc on n'est pas que sur de l'industriel avec des super nouvelles molécules et des méga schémas thérapeutiques. On est sur de la recherche presque limite fondamentale de recueil de la data et de ce qu'on peut apporter à ça. Et sur des maladies chroniques notamment, c'est extrêmement important. Maladies cardiaques, cardiovasculaires, diabète, il y a énormément. Mais il y a aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle le volontaire sain. Le volontaire sain, c'est pas uniquement le patient en super forme, qui de toute façon intéresse la recherche clinique. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles où il faut bien comparer des personnes malades avec des personnes saines. Et donc nous tous ici, on peut avoir des maladies ou même des pathologies pour lesquelles, on ne sait pas, mais des insomnies, des douleurs, tout ce qui peut, des migraines, des choses comme ça. Il y a énormément de protocoles de recherche en dermatocosmétique pour tester les produits anti-rides ou d'autres choses comme ça. Il y a tout un tas de protocoles de recherche qui se font aujourd'hui, qui nécessitent des volontaires sains. Et il y a évidemment le côté vaccin, où là, effectivement, on s'adresse à des patients qui sont évidemment en bonne santé. Donc c'est une collaboration aussi avec les réseaux de soins, avec les réseaux qui, eux, ont une appétence pour identifier correctement ce qui peut se passer. Ça peut être dans le cadre du parcours de soins. Ça peut être aussi tout ce qui est, vous savez, les soins, les soins palliatifs, enfin tout ce qui va être en dehors aussi de la recherche clinique, l'hypnose. Il y a énormément de sujets aujourd'hui pour lesquels un patient n'est absolument pas au courant et qui nécessitent effectivement que les professionnels qui l'accompagnent, eux, puissent faire la démarche, même dans leur propre intérêt,
puisqu'il faut le savoir, mais dans ces systèmes d'essais cliniques dans les volontaires sains, il y a des systèmes de parrainage et c'est tout à fait légitime puisque on apporte finalement des clients à des promoteurs industriels et académiques. Alors, hop, voilà, comme ça, ce sera plus fin. Donc l'objectif, hein, vous l'avez bien compris, c'est notamment comment est-ce qu'on fait pour inclure plus rapidement, pour diversifier aussi les patients. Hein. La FDA aux États-Unis a été retoqué pas mal d'industriels parce qu'en fait, ils le mettaient dans leurs essais cliniques. Il y avait plus de 80%, c'était des caucasiens blancs traditionnels, alors que la recherche clinique aujourd'hui, bah, elle doit aussi s'adapter à des phénotypes, et évidemment, on le sait tous, hein, mais les personnes selon leurs origines, selon leur ethnie, ne vont pas du tout avoir les mêmes réponses à certains traitements, notamment dermocosmétiques et autres, que d'autres phénotypes de peau. Et ça, dans la recherche clinique, c'est malheureusement extrêmement compliqué. Et puis, il y a une diversification évidemment territoriale. C'est quand même, je pense, extrêmement important que des patients de Guéret puissent participer à des essais cliniques et de voir par rapport notamment à la qualité de vie qu'il y a. On peut tout à fait imaginer des essais cliniques sur lesquels on traduit aussi l'environnement sociétal du patient, puisque celui qui est effectivement dans des situations très rurales, isolées, avec très peu de proches, de choses comme ça, va pas du tout avoir les mêmes conséquences dans un essai clinique que lorsqu'effectivement il est super bien entouré. Je dirais le côté, et on s'en doute bien, celui qui est bien dans sa peau va mieux réagir souvent à des traitements que les autres. Et il y a aussi d'autres éléments qui vont être extrêmement importants, c'est que ça va permettre aussi de voir les différences de prise en charge, parce que là aussi on est très fort en France. Il y a eu des essais cliniques qui l'ont démontré, enfin des essais cliniques. Il y a eu des formes d'essais cliniques qui l'ont démontré, puisque un même essai clinique qui s'est passé en France versus un pays asiatique, pour ne pas le nommer, il y avait une différence très significative en termes de survie globale, alors qu'il y avait le même produit, la même prise en charge. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de diversifier, d'élargir la recherche clinique finalement au niveau du territoire. Et donc ça implique effectivement de l'outil numérique, de l'intelligence artificielle pour aller détecter à partir des caractéristiques du patient les essais cliniques auxquels il est potentiellement éligible. Un réseau d'accompagnement ou en tout cas de personnes formées à ces outils pour pouvoir très facilement les aider. Et c'est rémunérateur, y compris pour les pharmacies, les officines, les infirmières. Et donc ça va contribuer à deux choses. C'est qu'effectivement, on va aller beaucoup plus vite dans les inclusions. Et il faut savoir, en recherche clinique, c'est le dernier patient inclus qui valide la durée de l'étude. C'est-à-dire qu'il faut attendre les résultats du dernier patient pour pouvoir publier les résultats. Donc vous imaginez bien que si la durée d'inclusion, elle dure 2 ans, bah, ça veut dire que si l'essai clinique dure 6 mois, bah, forcément c'est 2 ans et demi. Si on inclut en 2 mois, bah, forcément vous allez être beaucoup plus compétitif sur votre essai clinique. Et qui dit compétitif, ça veut dire accès au marché plus rapide, gain extrêmement important pour l'industriel. Et finalement, tout le monde est content, quoi. C'est-à-dire qu'on a le patient qui bénéficie d'une innovation ou qui participe de son fait à la recherche, et on améliore également les résultats. Parce que quand on traîne, on va dire, dans la durée des inclusions, bah, y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et qui peuvent biaiser les résultats des études. Et puis, il faut se mettre à la place d'un médecin académique qui a obtenu des fonds pour son étude clinique. Quand il arrive au bout de 6 mois qu'il a inclus que la moitié des patients, bah, c'est difficile de redemander à son établissement « Est-ce que tu peux remettre au pot mon essai clinique ?» Et c'est l'une des raisons d'ailleurs principales des abandons aujourd'hui d'essais cliniques. Donc potentiellement des innovations qui auraient pu arriver sur le marché, qui auraient pu être françaises, sont tout simplement abandonnées sur le territoire français. Donc voilà, il y a cette notion d'accélérer, d'optimiser, rentabiliser et en même temps de satisfaire les enjeux sociaux. Donc ça nécessite cette nouvelle approche. Alors évidemment, il faut être intelligent, c'est-à-dire que la décentralisation n'est pas applicable à tous les protocoles de recherche. On est bien évidemment conscient qu'il y a des essais cliniques qui peuvent se faire 100% à domicile. Et là, on parle je dirais, d'outils de prévention, répondre à des questionnaires de qualité de vie qui sont essentiels pour faire avancer la recherche et qui pourraient être très largement utilisés.
Ça peut être des applications mobiles aussi, hein. Il y a des applications mobiles dans le sport, dans certaines maladies nutritionnelles aussi. Tout ça, effectivement, ça nécessite des validations pour pouvoir être déployé sur le marché. Et on pourrait comme ça atteindre un éventail extrêmement important et beaucoup plus large au niveau des participants. Pour tout ce qui va être essais cliniques, on va dire en oncologie ou vraiment des essais cliniques qui nécessitent des innovations. Je prends l'exemple de la protonthérapie qui est une innovation très spécifique et qui ne peut se faire que dans un centre expert. Évidemment, l'appareil ne va pas se déplacer avec un bus jusqu'au domicile du patient. Par contre, le patient, qu'est-ce qui se passe? Il pourrait tout simplement aller au centre expert pour pouvoir bénéficier de cette protonthérapie pendant un certain temps, de façon à ce que la maintenance, parce qu'en fait, il y a toujours une maintenance mise en produit, là où traditionnellement le patient reste dans le centre dans lequel il est inclus, là l'idée ce serait justement qu'il puisse continuer de déclarer ses datas, mais cette fois-ci dans son hôpital de proximité, pour que la poursuite de l'étude clinique puisse se faire, mais cette fois-ci au plus proche du patient. Et là vous imaginez bien aussi toute cette réflexion, parce qu'on nous parle d'écologie, on nous parle de CO2, évidemment, vous imaginez bien que de se déplacer des fois pour simplement une prise en charge traditionnelle qu'on en pourrait faire à côté de chez soi, ça a des impacts qui sont phénoménaux et c'est pas le coût d'un taxi, enfin, c'est des sommes qui sont aussi survalorisées. Donc ça, ce qu'on appelle l'essai clinique hybride, avec une partie qui est faite en centre expert et la suite de l'essai clinique qui est faite au domicile. Ça peut aussi concerner évidemment les maladies rares. Plutôt que d'attendre dans un centre expert que le patient avec la maladie rare arrive dans le centre, sachant qu'en plus, ils ont en règle générale tous les essais cliniques de la maladie rare. Donc vous imaginez bien qu'il y a 10 patients par an dans le centre expert qui arrivent pour une maladie rare, mais il a 10 essais cliniques, c'est un patient par an et par essai. Quand il n'y a pas d'essai, que le patient rare il arrive, c'est à ce moment-là en fait qu'on va dire « Ah ben, j'ai un patient, une maladie rare, je demande au promoteur, j'ai un patient, est-ce que je peux bénéficier de l'essai clinique ?» Et là, effectivement, c'est l'essai clinique qui se déplace jusqu'au patient. Donc là aussi, vous avez cette possibilité. Et puis, dernier point, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques, qu'on appelle de phase 3, hein, qui sont très largement étendus, où on a des hôpitaux périphériques, où on a des attachés de recherche clinique, on a des personnels qualifiés qui savent faire de la recherche clinique. C'est quand même évident. En plus, c'est des molécules qu'ils connaissent. Très souvent, les molécules de phase 3 ont déjà bénéficié de résultats très intéressants. Mais c'est des molécules dont on n'aura pas accès avant 3, 4, 5 ans. Donc forcément, quand on peut, nous en tant que patients, se dire qu'on peut bénéficier d'une molécule qui a déjà potentiellement des résultats intéressants, c'est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir y participer sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Et puis évidemment, toutes les essais cliniques sur les maladies chroniques, mais ça, je pense que vous l'avez très bien compris, tout ce qui est diabète ou même simplement des trucs qui pourrissent la vie pour certains d'entre nous, d'avoir un suivi à long terme, mais qui puisse se passer tranquillement, je dirais, au domicile, sans que ça puisse être une contrainte ni pour les médecins, ni pour les patients. Donc là, évidemment, donc ça c'est un petit peu ce qu'on fait nous. C'est pour ça qu'il y avait mon partenaire justement au niveau de cette CRO qui a ce côté humain. Moi, j'apporte vraiment ce côté technologique, numérique, réflexion autour de la data et un peu de la logistique. Mais grâce en fait à nos outils, on est en capacité nous d'identifier déjà tous les sites qui ont un potentiel d'intérêt pour faire des essais cliniques. Et nous, c'est ce qu'on propose justement au niveau des promoteurs. Et l'exemple, je l'ai donné tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, mais un gros centre expert qui fait 600 patients par an, mais qui a 60 essais, c'est 10 patients par an et par essai. Mais quand vous avez en face un petit hôpital qui fait que 100 patients, mais qui a qu'un seul essai, il a de l'expertise, parce qu'il sait faire de la recherche, vu qu'il a au moins un essai. Mais c'est 100 patients par an pour cet essai. Donc forcément, en termes de vitesse d'inclusion, et c'est ça où c'est souvent compliqué pour un promoteur de se dire un centre périphérique peut aller 10 fois plus vite en termes d'inclusion qu'un centre expert. Et ça, c'est vraiment cette notion qu'on essaye de mettre en place. Ensuite, il y a cette notion de renforcer les sites, parce qu'effectivement, les hôpitaux périphériques, ils embauchent que quand ils ont les essais. Ils n'embauchent pas avant d'avoir les essais. Donc, évidemment, quand ils s'intéressent à un essai clinique en disant j'ai la patientèle, mais je n'ai pas les ressources nécessaires, c'est comment on amène cette fois-ci des ressources auprès de ce centre pour qu'ils puissent justement combler ce manque, on va dire, de ressources personnelles qui fait d'ailleurs défaut à notre territoire. Et là aussi, c'est une mutualisation des ressources.
Vous imaginez un essai clinique qui se passe à Lille, à Marseille, à Lyon. Vous êtes attaché de recherche clinique, il faut aller un jour à Marseille, un jour à Paris, un jour à Lyon. Si au contraire vous décentralisez cette fois-ci une région, quand vous le faites en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous habitez Lyon, ce sera plus facile d'aller à Chambéry, à Annecy, et vous allez accélérer l'essai clinique. L'attaché de recherche clinique, il est content parce qu'il ne va pas se taper tous les bouchons dont il a l'habitude. Bref, c'est une nouvelle méthodologie d'essai qui permet vraiment de développer cette décentralisation. Ça accélère le recrutement des patients. Alors, il y a des chiffres qui nous disent, si je prends un jour de retard dans mon essai clinique, ça peut me coûter jusqu'à 100 millions d'euros. Bon, si je lui fais gagner 2-3 jours, il ne va pas me filer 300 millions. Hein. Ça, je vous rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu économique pour les industriels, il est extrêmement viable. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut le faire. Et en France, on a cette capacité de le faire. Et puis, ça réduit les coûts, ça réduit les délais, ça réduit énormément de choses. Et donc, c'est que bénéfique pour tout le monde. Et puis, c'est le principal de notre sujet aujourd'hui. Et donc, j'ai été extrêmement vite. C'est un avantage pour les patients, c'est évidemment de participer à la recherche clinique, c'est de l'expérience patient. Hein. Un patient va beaucoup plus être facilement intéressé par un essai clinique qui va se passer avec son médecin d'habitude, avec son équipe, que de faire des dizaines de kilomètres. En termes de proximité aussi, d'impact écologique, d'impact économique. C'est une histoire de confiance aussi, hein, ni plus ni moins. Et puis ça permet de réduire les inégalités. C'est quand même intolérable qu'aujourd'hui, on ait cette inégalité territoriale d'accès à l'innovation. Il y a déjà un défaut d'accès aux soins, mais en plus d'accéder à l'innovation, alors que c'est des choses qui existent, c'est quand même assez honteux. Et donc pour cela, on est en train de lancer une plateforme, cette fois-ci à destination des patients. On avait fait une plateforme à destination des professionnels de santé pour qu'ils puissent savoir où la recherche clinique pouvait se réaliser, identifier les essais cliniques dans lesquels ils peuvent participer. Je donne un exemple assez édifiant, c'est dans le cancer de l'estomac. Aujourd'hui, il y a des centres en Belgique et en Allemagne qui ouvrent des essais cliniques avec une innovation thérapeutique en première ligne associée à de l'immunothérapie, alors que nous, même en troisième ligne, on est toujours à la chimio. Mais ça, c'est typiquement parce qu'on a refusé une première fois d'accepter les résultats d'un essai clinique en deuxième ligne en disant il y a une innovation qui arrive en deuxième ligne. Et maintenant, pour des raisons purement, légitimes, en disant vu qu'on n'a pas les résultats de la deuxième ligne, on ne peut pas autoriser cette molécule en première ligne. Et le problème, c'est que les laboratoires aujourd'hui avancent, c'est-à-dire qu'on a des avances thérapeutiques aujourd'hui qui sont en train de se réaliser en Europe, qu'on n'aura jamais... ou qu'on aura accès en France que dans de nombreuses années. Voilà ce que je pouvais dire. Là, l'idée, c'est justement qu'il y ait un petit moment d'échange. Donc voilà, on a un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? J'ai un petit micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai deux questions. En fait, là, votre business model, c'est d'être financé du coup par les industriels qui vont permettre... Voilà, donc c'est industriel et c'est, entre guillemets, réaiguiller les patients vers les centres de référence. Pas forcément. Non, pas des références, mais vers les endroits où ils vont avoir le bon essai clinique pour le bon malade. Vous travaillez pas du tout avec la CNAM qui pourrait aussi être intéressé à ce qu'il y ait de l'innovation plus vite, à la limite et même développer des essais en médecine générale plutôt que... En plus, c'est évident parce qu'en plus, un produit dans le cadre d'un essai clinique n'est pas remboursé par la sécurité, il est pris en charge par le laboratoire. Donc ça déjà, l'assurance maladie a tout intérêt à justement développer la recherche clinique en ville, puisqu'en fait on bénéficie non seulement d'innovation, mais de prise en charge finalement de coûts budgétaires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et est-ce que du coup il y a des projets, est-ce que la CNAM est intéressée avec ce type de modèle de dire plus d'essais, plus de malades en population générale, ça va nous faire gagner à tous du temps, de l'innovation, de l'argent? C'est toujours là, mais de toute façon ils sont au courant, hein, ils nous connaissent au niveau de la CNAM. Là où effectivement c'est des enjeux où là ils vont être intéressés, c'est justement de pouvoir déployer, de nous aider à déployer les outils
jusqu'au domicile du patient ou dans les cabinets de ville ou dans les pharmacies. Parce que ça, mine de rien, c'est des enjeux pour nous qui sommes une petite structure, qui sont extrêmement compliqués. Donc on a besoin des mutuelles, des caisses d'assurance maladie aussi pour nous aider justement à déployer des outils qui sont évidemment gratuits, que ce soit pour les professionnels de santé, que pour les patients, bien évidemment. Hein. Tout est pris en charge et derrière, nous on avait voulu développer un modèle économique qu'on n'a pas encore réussi à réaliser, mais qui est le partage des bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un laboratoire industriel, grâce à ce modèle-là, vu qu'il génère énormément d'inclusion au niveau des patients, gagne sur les deux tableaux. Ça lui coûte moins cher et en plus, il gagne sur l'accès au marché. Et donc l'idée, c'est qu'une partie de ces gains puisse être versée directement au niveau des établissements pour que justement, il y ait un partage équitable et qu'il y ait finalement des ressources en plus pour les établissements pour se doter de matériel aussi un petit peu plus compétitif, hein, d'accélérer aussi de partager un peu tous ces bénéfices. Quoi. Mais aujourd'hui, avec la CNAM ou avec les médecins directs, c'est-à-dire sans l'industriel, il y a des projets comme ça qui voient le jour ou pas encore? Non, pour l'instant, c'est des discussions, ils nous connaissent. On a eu des discussions où ils sont évidemment très intéressés en disant c'est super votre modèle, bah oui, ça fait gagner de l'argent à tout le monde, ça permet de bénéficier de l'innovation. Mais pour l'instant, on est en plus sur une phase vraiment de lancement. On a lancé la phase, industrielle là, il y a très peu de temps. Hein, c'était fin d'année dernière. Là, on est en train de finaliser le programme volontaire patient, qui est vraiment notre fer de lance pour récolter justement à la fois des patients utilisateurs, mais également aussi de recueillir pour faire de la transcription de données. Enfin, il nous faut des utilisateurs pour pouvoir améliorer nos algorithmes. Donc, il nous faut de la data. Parce que quand on a 10 data et quand on a 1200, ça n'a pas du tout les mêmes résultats et la même implication. Quoi. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant identifier les sites pertinents, les faisabilités. Comment ça se passe avec votre outil? Il y a un questionnaire ou... Oui, c'est ça. Alors, nous, pour l'outil aux professionnels de santé, lui, il rentre les caractéristiques, puis lui, il a un verbatim qui est très particulier. Hein. Cancer bronchique dans la petite cellule, mutation Caras, stade métastatique. Voilà, il va aller très vite parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est d'aller vite en disant où j'envoie mon patient. Et lui, en plus, il a une liste d'essais cliniques. En 3 coups d'œil, il sait dans quel essai clinique il peut éventuellement envoyer le patient. Il cherche à contacter le promoteur ou l'investigateur pour adresser. Lui, il a une vision qui est très très particulière. Au début, on voulait faire la même plateforme pour les deux. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Un patient volontaire, lui, il cherche des thématiques, il cherche des sujets d'intérêt pour lui, et il répond surtout à des questionnaires en ligne dans lesquels il rentre effectivement tout son détail, quoi. Est-ce que vous avez des problèmes d'insomnie? Oui, non. Est-ce que vous avez des antécédents cardiaques? Oui. De l'AVC. Et nous, après, on va retranscrire tout ça en information pertinente, en score de insuffisance cardiaque niveau 3, donc inéligible à tel essai clinique, mais par contre éligible à tel essai clinique. Donc ça, c'est vraiment tout ce domaine, ça c'est vraiment là-dessus où je suis sur ce sujet, sur l'implémentation de la data, la labellisation. Hein. Typiquement, l'exemple que je donnais avec le CHU de Lyon, c'est des heures de travail pour bien expliquer que le CHU de Lyon, c'est aussi d'avoir des algorithmes pour les fautes d'orthographe. Hein. Bordeaux, il n'y a pas beaucoup bref. Bordeaux est à Pessac aussi, le CHU de Bordeaux est sur la ville de Pessac, mais il est référencé des fois ville de Bordeaux. Vous voyez la complexité en fait, et pour ça il faut de l'humain, ça il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'IA qui fait le sujet. Quoi. Merci. Oui, c'est une question un peu naïve, mais il y a quelque temps, on entendait parler d'un projet de base nationale des essais cliniques. Et alors, moi, je suis curieuse de bien comprendre comment vous vous positionnez par rapport à... Alors c'est santé.fr qui est fonctionnel. Et effectivement, quand vous cherchez un cancer bronchique non à petite cellule, vous allez avoir 46 essais. Et puis le premier va être dans l'Alzheimer. C'est pour vous donner... C'est important parce que nous, ça nous donne aussi ça nous fait des vecteurs de communication qui sont énormes, hein, entre guillemets. Et puis surtout, c'est qu'eux se basent sur d'autres bases de données que nous, on n'exploitait pas forcément. Donc en fait, en essayant d'autres modèles de bases de données, nous apportent nous des données qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'ils se basent sur une base de données d'enregistrement des essais cliniques. Donc finalement, nous, on n'avait pas accès, on n'avait accès qu'à des bases publiques. Et finalement, en ouvrant ce santé.fr, nous avons donné accès à des bases auxquelles on n'aurait
pas espérer. Mais on leur a dit, hein, on est prêt à travailler avec eux. Hein. Nous, il n'y a pas de sujet. Hein. D'ailleurs, on n'est jamais compétiteur. Enfin, on n'est jamais concurrent. On est compétiteur. Chacun essaye de trouver. L'enjeu, c'est aussi la France et la souveraineté nationale et les patients. Donc ouais, cette base existe. Merci. Je reviens sur un point pour la procédure décentralisée. Aujourd'hui, quand on monte des essais cliniques, on a une grosse partie dans la sélection des centres, c'est formation et accréditation du centre pour le recueil des datas. Là, si on considère qu'un patient va aller dans le CH qui est le plus proche de chez lui, ce qui est une super idée, comment ça va se passer de ce point de vue-là ? Alors, nous, en fait, on se base sur l'expérience du centre hospitalier. À partir du moment où le centre hospitalier a déjà fait de la recherche clinique dans le cancer bronchique dans la petite cellule Muttecaras, ça veut dire qu'il a les équipes, ça veut dire qu'il a le matériel, ça veut dire qu'il a tout. Et donc nous, en fait, en se basant sur cette expérience-là, on est capable de dire que ce centre-là est effectivement un centre à privilégier parce qu'il a, il a déjà fait de la recherche clinique dans ce domaine-là et il y a moins de 2 ans. Voilà, parce qu'on peut aussi, si c'était il y a 10 ans et qu'il ne l'a pas fait depuis, c'est un centre qui va être déclassé, si je puis dire, par rapport à son expérience. C'est justement, on a besoin d'avoir cette expérience au niveau de la recherche clinique. On a besoin d'avoir ces bases de données sur ce qu'on appelle l'ATIH, qui nous permet d'avoir les files actives des patients. Ce n'est pas les files actives, c'est les diagnostics qu'on transforme ensuite en files actives. Et qui nous permet de dire, ce centre, non seulement il a du potentiel parce qu'il a des patients, il a du potentiel parce qu'il a déjà de l'expérience dans ce domaine d'essais cliniques. Et ça tombe bien, l'essai clinique que vous voulez mettre en place, ce centre-là n'en a pas. Et donc forcément, c'est un centre à privilégier parce que c'est-à-dire que tous les patients du centre vont être incluables dans l'essai clinique. Alors que si on le met dans, je donne un exemple d'une fibrose pulmonaire idiopathique, un centre a déjà fait un essai clinique, donc il a l'expertise. Mais tous les nouveaux patients qui arrivent, ils vont bénéficier d'aucun autre essai clinique, alors que le CHU va en avoir 5 ou 6. Et on lui dit non, tu peux avoir le CHU parce qu'il te faut le KOL, le grand patron qui sera dans ta publication. Par contre, ton recrutement, il faut que tu le fasses dans ces centres périphériques qui n'ont pas d'essai. Donc ça veut dire que tous les patients qui vont être pris en charge pour la fibrose vont être incluables dans l'essai. Okay. Donc il n'y aurait pas un total choix du patient quand même en disant il y a ce CH qui est juste à côté de chez moi, j'y vais. Il faut quand même qu'il soit sélectionné au préalable pour le recueil. Oui, c'est-à-dire que toutes les cliniques privées ne peuvent pas faire de la recherche clinique en cancéro par exemple. Ouais. Ça, on est bien d'accord. L'idée c'est justement d'avoir toujours au moins sur le service adapté. Et c'est là-dessus, c'est-à-dire que la clinique, si elle a un gros service de cancéro, elle peut se permettre d'avoir un essai clinique, mais si elle doit l'envoyer au CHU pour bénéficier d'une innovation, il fait 15 km, il n'en fait pas 250 quoi. Ok, super, merci. Merci pour toutes ces informations. Côté soignant, du coup, vous vous focalisez sur les médecins généralistes ? Tous les professionnels de santé, tous ceux en fait qui ont je dirais une appétence sur le vocabulaire médical, c'est-à-dire sur la capacité à pouvoir aider un patient, de lui trouver des essais cliniques auxquels ils peuvent participer. Nous, c'est ce qu'on cherche en fait, c'est-à-dire qu'on veut que le patient demande. Aujourd'hui, le patient, il arrive voir son médecin en disant dans quel essai clinique je peux participer. Le médecin il dit attends, je vais regarder sur Clinical Trial, vous avez vu le résultat. Bon, là l'avantage c'est qu'il aura un outil pour dire tu veux participer, dans quel domaine? Je sais pas, moi je veux gagner de l'argent. Bon il y a des essais cliniques sur les vaccins. Bon très bien rémunéré d'ailleurs. Donc je peux participer. Je sais pas, vous n'avez pas un truc sur la perte de cheveux? Ok, on va regarder. Oui, il y a des trucs, il y a des crèmes. On peut participer. Je t'inscris. En fait, c'est ça l'idée, c'est de se créer ce modèle un petit peu le patient demande à participer à un essai. Là où la réponse c'était j'en sais rien. Là l'idée c'est on va regarder sur Screenact ou sur Volontaire Santé ce qu'il y a de disponible et dans quoi tu peux participer. Parce qu'effectivement tout le monde peut participer quasiment à tous les essais cliniques. Il y en a un là par exemple à l'Institut Curie là, qui est pas très loin sur les chiens renifleurs de tumeurs. C'est incroyable comme innovation. Mais il leur faut des patients qui sont en bonne santé. Il faut bien que le chien reconnaisse les patients malades d'un patient qui est en bonne santé. On peut participer, mais dans tous les domaines. Donc évidemment, quand on pose la question, est-ce que tu acceptes de donner un bout de ta tumeur pour participer à la recherche? La réponse est toujours oui. Mais même nous, en disant, est-ce que s'il n'y avait pas de contraintes et qu'en plus tu es rémunéré et tu voudrais participer à une étude, on dit oui, quoi. Répondre à des questionnaires ou des choses comme ça. Et on a tous notre contribution à apporter sur ce phénomène. Mais du coup, on peut imaginer l'utilisation de votre outil, par exemple en RCP dans un centre expert, qui se dit, ok, ce patient, qu'il ait accès directement en remplissant les critères d'inclusion, les critères de son patient,
qu'il ait accès à une présélection d'un certain nombre d'essais cliniques. Voilà, et nous, en plus, nous, on cherche vraiment ce modèle en amont de la RCP, parce qu'en RCP, ils vont très vite. Le dossier patient, il est lu en 3 minutes. Voilà, on n'a pas le temps de... Allez, on rentre les caractéristiques. Nous, ce qu'on veut, c'est que directement intégrer à la fiche de RCP, on ait des algorithmes qui permettent de dire, voilà, il y a tel essai disponible, et il y a tel essai, surtout, tel essai en Belgique, et qu'il n'y a pas en France. Parce que c'est ça aussi la différence, c'est de dire, ah ouais, putain, il a une mutation Caras G12D, machin truc bidule, putain, ils sont en Belgique, nous on n'a rien en France, j'appelle le promoteur, écoute, on a des patients, voilà, il me faut cet essai clinique. Parce qu'ils ont un pouvoir, il ne faut pas croire. Mais s'ils ne savent pas l'information, bah, forcément, ils ne vont pas la trouver, quoi. J'ai une toute dernière question. Aujourd'hui, vous êtes déjà déployé dans des centres où il y a déjà des médecins qui utilisent votre plateforme? Oui, oui. Alors pour nous, en 2024, on a eu 75 000 connexions sur notre plateforme. Alors bon, il y a pas mal de bots aussi, mais voilà, sur tout confondu, parce qu'on a du mal à les identifier. C'est pour ça que vous avez des petits trucs où il faut cocher des cases. Mais voilà, pour montrer l'intérêt de l'outil au niveau des professionnels de santé, au niveau des patients aussi, parce que c'est accessible en libre accès d'ailleurs. Il n'y a qu'une partie pour avoir, parce que ça c'est le contexte RGPD en France, histoire de nous enquiquiner, pour avoir accès au nom du médecin investigateur, il faut s'inscrire. Enfin, il faut que le professionnel de santé s'inscrive, mais il a accès aux principales informations en accès libre. Donc ça aussi c'était un outil qu'on voulait accès, mais même en France on peut nous mettre les bâtons dans les roues, alors que tous les annuaires internationaux ils mettent le nom du médecin, quoi. Si on a le temps pour une question. J'ai raté la première partie de votre allocution, je m'en excuse, donc peut-être que vous avez traité le point. C'est une question purement opérationnelle. Je représente une association de patients Yarod, spécialisée dans les maladies rares ophtalmiques, donc maladies rares, pool de patients assez faible. Et je me posais la question justement sur le temps pour screener les patients, ça on a compris la méthodologie. Mais ensuite, si un centre a les patients et que le patient il peut y aller dans ce centre et tout, pour la mise en place de l'essai clinique dans ces centres-là, comment ça se passe? Vous après, vous déléguez à une autre CRO ou vous gérez aussi ça? Comment ça se passe en fait? Exactement. Donc on est en partenariat avec la CRO qui aurait dû être là mais qui est malade. Donc effectivement, elle aurait pu vous répondre. C'est laquelle? C'est le LIREC, Lyon Recherche Clinique. Mais effectivement, après, on s'adapte aussi à d'autres CRO parce que les modèles sont là. Et c'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas du tout abordé, mais il faut remercier la Covid-19. Parce que la Covid-19, en fait, elle a permis deux choses. La première, c'est qu'elle a autorisé la recherche clinique en dehors des lieux dédiés à la recherche clinique. Ils ont changé le terme lieu dédié à la recherche clinique par lieu et territoire. Comme quoi, faire une nouvelle loi, c'est plutôt simple. Et derrière, ils ont modifié un deuxième élément. C'est qu'avant, quand on voulait rajouter un centre dans les protocoles d'essais cliniques, c'était extrêmement compliqué. La déclaration de CPP, etc. Voilà, il fallait faire une modification substantielle de protocole, ça coûtait extrêmement cher. Et une fois qu'on avait fait la modification, il fallait rappeler à toute la planète, en gros, qu'on avait fait une modification de protocole et surligner en jaune ce qui avait été fait. Enfin, c'était extrêmement complexe. Alors que là, en fait, depuis la Covid-19, on a simplifié le système. On fait ce qu'on appelle une notification. C'est-à-dire, on dit, mon essai clinique, il est autorisé sur la région Île-de-France. Tous les établissements habilités, parce que le promoteur est quand même garant. Donc, le promoteur dit, moi, ça m'intéresse, ton essai, je vais y participer. Ok, pas de problème, je fais une notification au président de commission qui va autoriser. Et donc, il n'y a plus de modification de protocole. C'est juste qu'il était en gris, il passe en vert. Et ça permet, mais le promoteur valide en disant, ce centre-là, oui, il a l'habilitation, il y a quand même une faisabilité pour dire, est-ce que le centre est en capacité logistique, technique pour le faire? Et s'il manque des besoins logistiques, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les services de management, site management organisationnel, qui permet de mettre à disposition des ARC, des infirmières selon les besoins. Et on parle de l'ophtalmo, par exemple. Il y a très peu d'ophtalmologues experts en recherche clinique sur pas mal de territoires. Là, l'avantage, c'est que le centre pourrait dire, moi, ça m'intéresse de faire de la recherche clinique. J'ai des patients en kératoconjonctivite vernale, je prends une maladie rare en ophtalmo. Mais j'ai pas un ophtalmologue super référencé, il fait de la rétinopathie ou la surface oculaire. Et à ce moment-là, on met justement un ophtalmologue qui va venir avec les visites pour compléter l'étude. Mais au moins le patient reste à domicile et c'est un patient avec une maladie rare
Donc c'est un patient qui a énormément de valeur pour l'industrie. Donc autant que sponsor, on ferait appel éventuellement à Screen Act pour la faisabilité de l'essai clinique ou autre, parce qu'il y a aussi des études en vie réelle, donc je ne sais pas si vous intervenez aussi dans ça, je crois. Tout ce qui est... ouais. Voilà, donc pour la faisabilité du projet, et pour l'aspect opérationnel, c'est soit avec la CRO avec laquelle vous collaborez, ou une autre. Oui, voilà. Après, ça peut être parce qu'on a beaucoup de promoteurs industriels qui ont leur propre CRO, des fois des CRO intégrés. Oui, qui font les soumissions, qui font le monitoring jusqu'au rapport final de l'étude. Vous, c'est un coût supplémentaire pour accélérer l'identification de centres. S'ils font la soumission, on ne va pas la prendre en charge. S'ils font l'organisation, les visites de centres, les études de faisabilité, les études de qualification, voilà, s'ils les font, on n'a pas besoin. Nous, on va leur fournir les données en disant, voilà, tel centre à contacter. Est-ce que vous voulez qu'on les contacte? Oui, non. Si c'est vous, c'est vous. Et en fait, nous, on est un modèle, ce qu'on appelle intégrateur aujourd'hui. C'est un terme qui est utilisé dans l'industrie, où en fait, on peut s'occuper de A à Z du projet, mais on peut s'occuper du A jusqu'à D, et puis de W jusqu'à Z, quoi. Voilà. Merci. Bon. C'est bien parce qu'après, il n'y a personne, hein, donc on est tranquille. Hein. Donc s'il y a des... Eh ben c'est tout bon. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Eh ben merci pour tout. Et puis je suis au stand C27, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des démonstrations de l'outil. Voilà, on peut faire des choses évidemment.